Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour bien ce cinquième webinaire Allcan sur les actions environnementales qu'on peut faire au niveau du terrain. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jean-Jacques Hérin. Bonjour Monsieur Hérin. Bonjour à toutes et tous, heureux Eh d'être bien, parmi vous aujourd'hui. donc quelques mots sur vous. Donc je vous ai invité en tant que président de l'association Adopta, donc une association qui œuvre pour le développement et la promotion des techniques alternatives de la gestion des eaux pluviales, dont vous allez nous parler pendant une grosse demi-heure, 40 minutes. Et puis, du coup, vous avez été aussi pendant de longues années directeur technique à l'agglomération de Douai, donc une agglomération d'environ 150 000 habitants, en charge des questions techniques qui ont trait au cycle de l'eau, et dont vous pourrez nous faire un petit peu le retour d'expérience de ces années de terrain. Je vais vous céder tout de suite la parole, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Donc, en effet, n'hésitez pas au fil de ma présentation de poser des questions. Et il y aura un temps d'échange à l'issue. N'hésitez pas, il n'y a aucune mauvaise question. Il n'y aura pas de mauvaise réponse non plus, je vous rassure. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de partager dans cette heure que nous consacrons ensemble, bien de partager sur cette gestion des eaux pluviales qui sont devenues non plus un déchet comme on l'a vécu depuis 170 ans, mais bien une ressource et une richesse dont il faut surtout arrêter de se débarrasser et d'envoyer ça vite à la mer. Voilà. Très bien. En attendant que vous partagiez la présentation, lorsque vous souhaitez poser une question, s'il vous plaît, ne le mettez pas dans la conversation, mais dans l'espace Q&R qui est dédié. Donc voilà, il y a un espace dédié aux questions et réponses que je prendrai soit au fil de l'eau, soit à la fin. Voilà. Voilà, on vous Juste écoute. vérification que vous voyez bien mon écran. Tout est bon. Ok, très bien. Voilà, donc la gestion désormais qu'on appelle durable et intégrée des eaux pluviales, et vous verrez que le mot probablement le plus important dans cette phrase-là, c'est le mot intégré. C'est vraiment d'intégrer cette gestion des eaux pluviales dans l'urbanisation. Voilà, et donc de faire en sorte que ce soit plus quelque chose de dédié et géré par un service particulier ou une profession spécifique, mais du coup, ça interpelle puisque ça concerne tout le monde, puisque quand il pleut sur un territoire, il pleut partout, sur tous les éléments constitutifs du territoire, et donc chaque élément constitutif du territoire doit s'en préoccuper. Et c'est là vraiment la difficulté, elle est d'abord et avant tout organisationnelle et beaucoup moins technique. Alors, euh, si, voilà. Alors, quelques mots sur l'association Adopta, donc association type loi 1901, qui a été créée en 1997. Et si elle a été créée à l'initiative de la région de Douai, où je travaillais à l'époque. Euh, euh, le territoire était confronté à des problèmes de saturation de réseaux d'assainissement avec des inondations récurrentes. Et il se trouve que sur un même quartier, sur 5 années consécutives, le quartier a été inondé par des orages classés au moins décennaux. Et donc, au bout du cinquième orage et de la cinquième inondation, malgré quelques dépenses d'investissement pour essayer de juguler le problème, les élus font le constat suivant de dire, eh bien, si on n'est plus capable de gérer les eaux pluviales quand elles sont dans le tuyau, il n'y a pas d'autre solution que eh bien, de faire en sorte qu'elles ne rentrent pas dans ce tuyau. Mais très vite, ils se rendent compte que cette politique, c'est très bien, mais si on ne met pas en place un outil de médiation et d'accompagnement, eh bien, cette politique ne va pas se déployer puisque finalement, elle concerne tout le monde, comme je viens de l'exprimer juste avant. Et donc, il me charge de créer cette association, donc à l'origine, association douaisienne, qui est devenue développement opérationnel pour la promotion de ce qu'on appelait à l'époque les techniques alternatives pour l'alternative au tuyau.
Voilà. Et puis, depuis, cette association a largement élargi son champ d'activité pour devenir aujourd'hui une association reconnue nationalement et travaillant sur la totalité du territoire national avec 4 implantations principales, Douai, Compiègne, Metz, Laval, Angers. Voilà. Et nos missions, c'est de l'animation et de la sensibilisation et de l'accompagnement dans lequel on va retrouver 2 parties en termes d'accompagnement. L'accompagnement technique, c'est-à-dire d'accompagner de la conception de projet sans être maître d'œuvre. L'objectif, c'est de faire monter en compétence la maîtrise d'œuvre. Et la deuxième partie, c'est de la formation, à la fois initiale, mais surtout continue, c'est de faire en sorte de la formation professionnelle, de façon à ce que les professionnels existants s'aguerrissent à cette nouvelle façon de gérer les eaux pluviales. Quelques éléments pour vous montrer un peu toute la gamme d'outils qu'on utilise pour travailler, donc de l'animation, des documentations, des vidéos. On a notre site internet, je vous invite bien sûr à le consulter. Et puis on a des espaces de démonstration, le showroom, dont le plus important est à Douai, puisque c'est à côté de notre siège de création, où sur un espace de l'ordre de 1000 m², on expose les 3 grandes familles que je vous exposerai après, les 3 grandes familles de solutions. Et on parle aujourd'hui plus de solutions et d'aménagement et pas de technique. Donc, on a créé aussi le Forum national sur la gestion durable des eaux pluviales qui se tient tous les 2 ans et actuellement sur Lens, donc dans le Pas-de-Calais. Alors, avant de parler précisément en quoi ça consiste, cette gestion durable des eaux pluviales, et bien de rappeler d'où on vient. Parce que quand il faut changer, il faut toujours rappeler pourquoi on a fait ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à présent est issu d'une longue expérience et d'une politique mise en œuvre volontairement et à bon escient, puisqu'il faut rappeler que les problématiques de l'assainissement, d'une façon générale, si on remonte un petit peu au Moyen Âge, on va résumer les choses en 3 mots, tout à la rue. On jette le pot de chambre par la fenêtre, nos ordures, tout ça est lessivé par la pluie, s'infiltre dans les puits dans lesquels on s'alimente en eau, et qu'est-ce qui se passe? Des très grosses problématiques d'hygiène publique et de mortalité liées à l'eau en particulier, avec une réaction au milieu du 19e siècle liée à une très grosse épidémie de choléra, puisque vers les années 1850, c'est 70 000 morts par le choléra en France, dont 20 000 morts à Paris, la seule ville de Paris qui, à l'époque, ne faisait pas 2 400 000 habitants, mais 600 000. Et voilà. Et donc, il y a une réaction, il y a une politique véritablement qui se met en place, qui est une politique dite hygiéniste, voilà, qui va consister, à faire des artères, des routes, des rues plus grandes, plus aérées, pour faire rentrer le soleil dans les appartements. Tout le monde connaît Haussmann, mais beaucoup moins de personnes, pour ne dire personne, ne connaît Belgrand, qui fait les réseaux, le tout à l'égout de la ville de Paris. Donc on passe du tout à la rue au tout à l'égout. Voilà. L'objectif étant d'évacuer hors de la ville très rapidement, le plus vite possible et de façon cachée, donc enterrer, les eaux usées, les ordures et les eaux pluviales hors de la ville pour assainir la ville. Dans le même temps, on imperméabilise la ville, on imperméabilise la surface pour empêcher les infiltrations. On oublie pourquoi on imperméabilise la ville aujourd'hui. Dans le même temps, le préfet poubelle organise le tri des déchets, la collecte, et 2 ingénieurs font les grands parcs de la ville de Paris pour aller chercher le bon air. Voilà, politique hygiéniste. C'est la période de Pasteur, rappelons un petit peu le contexte général. Et on a eu raison de faire ça, puisqu'il fallait arrêter de mourir de maladies liées à l'eau, sauf que tout cela a posé d'autres conséquences, d'autres problèmes. Cette petite frise du temps qui rappelle, voilà, donc les réseaux donc de tout à l'égout vers les années 1850, mais il faut seulement attendre 1944 pour connaître la première station d'épuration des eaux usées en France, qui se fait donc à Achères, en région parisienne, à l'ouest de Paris, en lieu et place des zones d'épandage des eaux usées sur les salades que mangeaient les Parisiens,
pour faire très court. Voilà. Et tout simplement parce on ne sait pas traiter les eaux usées. Le moyen technique n'est pas inventé. Voilà, il l'est en 1914, mais il se passe quelques événements mondiaux importants, voilà, par deux Anglais, Arden et Lockett, et le temps de l'industrialisation du dispositif, il faut attendre 1944. Voilà. Et donc, une fois qu'on a créé les stations d'épuration, on se rend compte d'une chose, c'est que ces réseaux donc de tout à l'égout, qui emmènent la totalité et des eaux usées et des eaux pluviales vers une station d'épuration, à un moment donné, la station d'épuration, eh bien, sature, est lessivée par trop d'eau, et donc on va créer des déversoirs d'orage. Puis, parce que ça pose d'autres problèmes, on va créer les réseaux séparatifs, un tuyau pour les eaux usées, un tuyau pour les eaux pluviales. Mais tout ça pose aujourd'hui beaucoup de conséquences négatives. Les réseaux saturent avec le changement climatique et le changement du régime de pluie, mais aussi les réseaux séparatifs, eaux pluviales, donc qui envoient sans traitement les eaux euh, normalement que pluviales au milieu naturel, posent des problèmes de qualité de ces milieux naturels avec leur pollution et un bon état écologique qui aurait dû être atteint à 100% en 2027, pardon, qui n'est aujourd'hui atteint qu'à peine à 50% sur la totalité du territoire national. Et donc, on voit bien qu'on arrive au bout d'un système et qu'il faut en changer. Donc, les enjeux aujourd'hui qui viennent en plus s'ajouter, c'est bien évidemment la problématique du changement climatique et de devoir s'adapter au fait de ce changement climatique, mais aussi de tenter de réduire les effets du changement climatique. Voilà, donc réduction et adaptation sont les deux mots très importants. Voilà. Alors cette photo, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On est sur un site où l'hydraulicien classiquement dit ce n'est pas possible de gérer les eaux pluviales. Et bien sur ce site, on gère y compris la pluie centenale. Alors, ces enjeux environnementaux, quels sont-ils avec le changement climatique? Mais il n'y a pas que cela. Premièrement, c'est que l'urbanisation de la France, du territoire national, se développe et se développe beaucoup plus rapidement que l'évolution de la population. Quand on pose un peu ces valises, on se rend compte qu'entre 1982 et 2011, la population française augmente de 23%. Pendant ce temps-là, l'urbanisation, donc l'imperméabilisation des sols, eh bien, avance à un rythme double. Donc, on comprend bien pourquoi le législateur a introduit la nouvelle réglementation zéro artificialisation nette, l'objectif étant d'arrêter de perdre et de la biodiversité et d'avoir cette urbanisation galopante, en tout cas beaucoup plus rapide que le développement de la population française. Là vient s'ajouter les effets donc, et de l'urbanisation et du changement climatique. L'urbanisation et donc les modes d'urbanisation et le mode de l'imperméabilisation des sols fait que, d'une façon générale, la ville, mais aussi les villages, hein, je n'exclus pas du tout les villages, pour moi, dans le mot urbanisation, c'est l'urbanisation d'une façon générale, donc c'est villes et villages, y compris le village de 50 habitants. Eh bien, au-dessus d'une zone urbanisée, on a une évolution de température avec un pic de température sur la place du village ou au centre de la ville, lié aux matériaux qu'on utilise et qui vont accumuler la chaleur de la journée pour la restituer la nuit. Voilà. Et on parle de canicule dès lors qu'on a 3 nuits consécutives à plus de 20 degrés. La courbe de température au-dessus de la région parisienne fait apparaître des gradients supplémentaires de l'ordre de 4 à 6, voire parfois 8 degrés d'écart. La ville de Tours, par exemple, l'a aussi démontré très clairement. Donc il nous faut réagir par rapport à ça. Et pour rafraîchir la ville, eh bien, vous l'aurez compris, il faut du végétal, mais il faut du végétal qui évapotranspire. Donc il faut du végétal et de l'eau. Et il se trouve que l'eau, eh bien, on a très fortement modifié le cycle naturel de l'eau quand on urbanise. Je vais commenter les deux schémas extrêmes, celui de gauche et celui de droite. Celui de gauche, c'est ce qui se passe voilà, sur un espace naturel. Alors, je ne prendrai pas comme
comme espace naturel une terre agricole cultivée conventionnellement, je prendrais plutôt l'espace forestier qui est beaucoup plus représentatif. Sur un espace forestier, en gros, on a 50% de la pluie d'une année qui rentre dans le sol. Et sur les 50% d'eau qui rentre dans le sol, la moitié, donc 25%, continue son cheminement plus profondément et constitue les nappes phréatiques, qu'elles soient profondes ou superficielles, celles qui alimentent les cours d'eau. Quand on est en urbanisation, et plus elle est dense, plus on a le schéma de droite, où là, on a quasiment plus d'eau qui rentre dans les sols urbains. Et bien évidemment, le différentiel, c'est quoi? Eh bien, c'est du ruissellement. D'autant plus qu'il n'y a peu de végétal en ville et donc on a peu d'évapotranspiration, peu de transpiration. Donc d'autant plus, et le 55% que vous voyez, généralement, est plutôt un minimum. On a parfois beaucoup plus que ça. Et ça avec des tuyaux dont on n'augmente pas forcément les diamètres au fur et à mesure de l'évolution de la ville. On comprend que eh bien, ces réseaux vont finir par déborder si ce n'est pas encore le cas. Et donc, les principes de base qu'on va donc désormais appliquer, c'est de ne plus donc évacuer les eaux pluviales, de les garder et de les infiltrer là où elles tombent, au plus près du point de chute. Voilà, si la nappe et le sol le permettent, mais généralement, ça le permet au moins en partie, peut-être pas toujours en totalité pour les événements les plus importants. Et donc, le différentiel, eh bien, on va le tamponner, le stocker, de façon à faire en sorte que, eh bien, à débit contrôlé, il s'envoie vers un milieu naturel de préférence, vers des réseaux d'assainissement, si malheureusement il n'y a pas d'autre solution. Et cela, aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire de l'appliquer en urbanisation nouvelle. Si on a quelques temps, on parlera un petit peu de réglementation à la fin, mais en tout cas, sachez-le, aujourd'hui, une urbanisation nouvelle qui n'appliquerait pas ces principes que je viens d'évoquer doit être considérée comme illégale. Et je pèse mes mots. Mais bien évidemment, il ne faut pas se contenter de le faire en urbanisation nouvelle, puisqu'avec le changement climatique, eh bien, il y a une aggravation de l'existant. Et si on veut améliorer les choses dans l'existant, il faut aussi le faire sur l'urbanisation existante, et tout particulièrement quand l'urbanisation existante se modifie, se transforme, se reconstruit sur elle-même. Alors, sept grands principes, comme les 7 travaux d'Hercule, peut-être, à appliquer. Le premier, c'est eh bien, de gérer la goutte d'eau là où elle tombe. Une goutte d'eau qui tombe, voilà, j'y reviendrai après, c'est donc, ça permet d'éviter la concentration. Ce qui pose le souci aujourd'hui, c'est 2 choses. C'est concentrer l'eau, ce qu'on a fait justement avec les tuyaux, puisqu'il faut l'évacuer. Donc l'évacuer, c'est la laisser ruisseler et la mettre en mouvement. C'est les 2 principes qui suivent, qu'il faut aujourd'hui ne plus appliquer. Donc, voilà, il faut éviter de concentrer l'eau, ne pas l'enterrer, sauf pour infiltrer, bien sûr. Donc, ne pas mettre des tuyaux. Mettre des tuyaux, c'est enterrer un tuyau, c'est 80 cm de profondeur, c'est perdre 80 cm de topographie. Ruisseler l'eau, c'est le ruissellement qui pose un problème, dans le sens où l'eau en ruisselant lessive les surfaces imperméables et se charge en pollution. La goutte d'eau qui tombe en forêt, c'est la même qualité que la goutte d'eau qui tombe en ville avant qu'elle n'arrive sur le sol. Tout change à partir du moment où cette goutte d'eau ruisselle sur le sol. C'est là où elle se charge en pollution. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc faire en sorte de respecter ce cycle naturel de l'eau. Ce n'est pas l'urbanisation qui crée la pluie. Il pleut depuis la nuit des temps sur les sols, et les sols en font leur affaire. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à minima faire ce que le sol, naturellement, sait faire tout seul. Et ce n'est pas parce qu'on va construire qu'on va faire en sorte de modifier ces choses-là. Le 5e principe, c'est que, eh bien, on va copier cette gestion naturelle et avec l'ingénierie humaine, on va pouvoir améliorer, doper un peu ce que naturellement le sol sait faire, tout en respectant bien sûr ses capacités. Le 6e principe est très important,
on ne va plus imperméabiliser la ville. Voilà. Alors, il faut prendre en considération que, en moyenne, l'urbanisation en ville est composée de 30% de toiture. Ça veut dire que 70% de la ville est au sol et que ces 70% pourraient être soit végétalisés, donc perméables, soit minéralisés, mais en restant perméables. Les toitures, bien sûr, on ne peut pas les rendre perméables, c'est leur fonction de se protéger à minima de la pluie. Par contre, on peut, et la réglementation aujourd'hui le demande de plus en plus, on peut les végétaliser. Et cela, ça participe au moins en partie à gérer l'eau de pluie qui leur tombe dessus. Et le septième grand principe, celui-là est vraiment absolument fondamental, mais derrière, il va générer des économies financières très importantes, c'est qu'on ne dépense plus un seul euro qui ne serve qu'à gérer les eaux pluviales. On va donc appeler ce qu'on appelle la multifonctionnalité de l'espace. On va donner une fonction supplémentaire, celle hydraulique, celle de gérer les eaux pluviales qui tombent sur la surface de la ville et quelle que soit la nature de cette surface. Alors, pour imager un petit peu ces principes et montrer la différence par rapport au système conventionnel, eh bien, cette maison en L présente 6 pans de toiture. Traditionnellement, conventionnellement, on rassemblait les eaux pluviales de chacun de ces 6 pans de toiture pour ensuite se diriger vers le domaine public et demander à la collectivité de s'occuper de l'évacuation de ces eaux pluviales des zones qu'on imperméabilise. Eh bien, désormais, on va faire l'inverse, c'est qu'on va gérer, chaque pan de toiture de façon individuelle, séparée, le cas échéant avec des solutions différentes. En tout cas, on ne va surtout pas concentrer, voilà, et rassembler les eaux pluviales de chacun de ces pans de toiture. Voilà. Et ça, donc, ça veut dire qu'il faut le penser dès le départ, il faut intégrer dans la conception de projet cette problématique-là, et c'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça veut dire que dans la gestion des eaux pluviales aujourd'hui et la conception de projets, la gestion des eaux pluviales doit être intégrée dès la conception de plan masse. Voilà, donc dès le début de la conception de projet. Et ce n'est pas ce qu'on faisait jusqu'à présent, puisque on concevait un projet et on demandait ensuite à un hydraulicien de faire son affaire de l'évacuation des eaux pluviales, comme on demandait à, à l'énergéticien de ramener l'énergie électrique. Donc là, ça veut dire que finalement, tout le monde est concerné par cette gestion des eaux pluviales, et c'est là ce que je mets en évoquant faire par les autres. Ça veut dire que la personne qui habituellement s'occupe de concevoir de la voirie, eh bien, il faut qu'il s'occupe des eaux pluviales qui tombent sur cette voirie, que le bâtiment et le technicien bâtiment conçoivent un bâtiment qui, tant qu'à faire, essaye de en même temps gérer les eaux pluviales, et qu'on demande aussi aux paysagistes, eh bien, de concevoir des espaces végétalisés qui en même temps gèrent les eaux pluviales tant qu'à faire. Voilà. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné et que sur un projet, eh bien, il va falloir qu'on se parle et qu'on décloisonne nos organisations. C'est la partie la plus compliquée. Voilà. Et donc, on appelle ça la culture de la transversalité. On parle aussi de travailler en mode projet. Mais tout cela, bien évidemment, ça s'organise à l'échelle d'un territoire, ce n'est pas uniquement à l'échelle d'un projet. Et donc, il faut un portage politique fort, il faut qu'il y ait une politique décrétée et ensuite animée, d'où une animation interne. Voilà. Sur chaque territoire, on devrait avoir des personnages dédiés qui s'occupent d'assurer que cette transversalité s'applique dans toutes les opérations. Et puis des animations externes, comme l'Adopta peut le porter avec d'autres structures, le Grès, Arceau sur la région parisienne par exemple, et d'autres, voilà, de façon à acculturer tout le monde, répondre aux questions techniques, aux freins, etc., aux difficultés qu'on peut rencontrer, et puis aussi apporter du retour d'expérience. Alors, cette boîte à outils des solutions et aménagements, et vous avez là une photo de notre espace de démonstration, le showroom donc à Douai, hein. Eh bien, cette boîte à outils, désormais, il est convenu de
de présenter les différentes solutions et aménagements en trois catégories de solutions. Les premières, qui sont les solutions dites fondées sur la nature, qui doivent être priorisées. Pour des raisons que vous comprendrez de façon évidente, c'est qu'elles sont les moins chères, elles apportent plein de bénéfices écosystémiques et qu'on a en plus besoin de redévelopper de la biodiversité, y compris en ville. Mais on ne peut pas végétaliser 100% de la ville. Eh bien, on va faire appel à une deuxième catégorie, alors, et souvent en complémentarité, les revêtements perméables. Et vous l'aurez compris, ces deux catégories vont répondre à minima aux 70% de la ville que j'évoquais tout à l'heure, en sachant qu'on peut aussi végétaliser les toitures. Mais le contexte de la ville présente des contraintes parfois plus importantes qui vont nous amener à concevoir des projets avec d'autres solutions qu'on appelle des ouvrages gris ou enterrés, donc qui ne présentent pas les avantages qu'on a évoqués précédemment. Alors rapidement, présenter l'ensemble de ces solutions-là. La première des choses à présenter, c'est la noue. La noue, c'est quoi? C'est un espace végétalisé creux. Ce n'est pas un fossé, ce n'est pas, voilà, c'est vraiment un espace végétalisé. Et il suffit, par exemple, de faire inversement de ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui a consisté plutôt à faire des espaces verts plus hauts que les voiries, parce qu'on mettait une bordure pour canaliser l'eau et l'évacuer hors de la ville en la faisant passer par les tuyaux. Eh bien là, on va inverser les choses. On va faire une voirie qui sera peut-être un petit peu plus haute que l'espace végétalisé, qui sera aménagé en creux, et l'eau va gravitairement pouvoir rejoindre cet espace végétalisé. Le végétal utilisera l'eau, une partie va pouvoir s'évapotranspirer, s'évaporer et être évapotranspiré, pardon, et puis une partie qui, bien sûr, pourra s'infiltrer et reconstituer notre stock hydrique dans nos sols. Le cas échéant, on peut ajouter une tranchée d'infiltration sous la noue quand problématique de place, de contexte un petit peu plus contraint le nécessite. La noue est un ouvrage plutôt linéaire, et bien quand il est plus ramassé avec des formes plus ou moins diverses, ça devient un jardin de pluie, mais les fonctions sont tout à fait identiques. C'est un espace végétalisé creux, et j'insiste sur le mot végétalisé. Ce n'est pas du gazon, hein, c'est de plus en plus, et si possible, les trois strates de végétalisation, herbacées, arbustif, arboré. Il ne faut pas avoir peur de végétaliser et densément végétaliser. Voici quelques photos de jardin de pluie. On est à Rennes, on est en période hivernale, on est fin janvier. On est sur l'argile de Louville, donc normal qu'il y ait de l'eau en surface pendant la période hivernale. Voilà. Mais pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Un petit dispositif qui a été inventé, qui est là aussi en multifonctionnalité de l'espace, cumul de la haie limite de propriété avec la gestion des eaux pluviales. Ces échelles d'eau sont des casiers sans fond dans lesquels on va planter la haie et on va donc avoir un cumul de fonctions qui consiste à stocker l'eau, mais aussi avoir le végétal. Voilà, et on les appelle échelles parce qu'elles sont mises en cascade. La première se remplit, puis la deuxième, puis la troisième par surverse respective. Les revêtements perméables végétalisés, et qui me permettra de faire la jonction avec les revêtements perméables autres, voilà, eh bien, voilà, il existe aujourd'hui suffisamment de gammes de solutions avec des supports qui vont permettre de végétaliser, mais qui vont aussi permettre le passage de véhicules et autres, voilà, donc qui vont cumuler ces fonctions. On a bien des espaces qui restent végétaux et qui permettent un autre usage temporairement ou autre. Voilà. Et notamment les parkings, les allées de jardin, par exemple, etc. Les espaces verts inondables, qui sont un complément aux solutions, puisque si c'est inondable, ça veut dire qu'il y a eu un trop-plein qu'il a fallu gérer, et qui donc n'a pas pu être géré précédemment. Mais là, l'objectif, c'est bien d'avoir des espaces aussi utilisables pour d'autres fonctions, et d'en concevoir l'aménagement qui laisse
à penser qu'effectivement, de temps en temps, il peut y avoir de l'eau. Voilà. Et donc d'avoir une conception qui rappelle cette présence potentielle de l'eau. La végétalisation des toitures, qui est un sujet aujourd'hui extrêmement bien maîtrisé et qui se développe de plus en plus, y compris en allant jusqu'à des fermes urbaines sur toiture, en région parisienne et sur Paris notamment. Voilà, la plus grande ferme urbaine parisienne sur toiture est au pavillon des expositions de la Porte de Versailles, où il y a 14 000 m² de ferme urbaine sur toiture. Donc, on peut avoir trois types de végétalisation, un substrat donc extensif, semi-intensif ou intensif, les arbres sur le toit. Le siège de la communauté urbaine de Lille, par exemple, qui s'appelle Biotope, voilà, présente effectivement un certain nombre d'arbres sur la toiture végétalisée. On peut combiner, et je dirais même qu'on doit combiner végétalisation et production d'énergie renouvelable sur toiture, photovoltaïque et végétalisation, puisque, et contrairement à ce que certains pensent, le cumul des solutions est avantageux à la fois pour le végétal et donc la gestion de l'eau, mais aussi pour la production d'énergie, puisque le premier handicap de la production d'énergie en période estivale, c'est l'augmentation de température qui réduit cette capacité de production. Et là, le fait de cumuler les deux, avec l'évapotranspiration du végétal, on rafraîchit l'atmosphère et on augmente la production d'énergie renouvelable. Certains apporteurs de solutions garantissent, signés sur le papier, plus 10% de production d'énergie renouvelable en période estivale, avec le cumul, donc végétalisation et panneaux photovoltaïques. Les arbres de pluie, voilà, donc dénomination qui consiste donc aujourd'hui à allier donc, les arbres existants, mais aussi et surtout les nouvelles plantations d'arbres en ville, et bien d'allier la gestion des eaux pluviales et cette végétalisation. Voilà. Puisque en ville, finalement, nos arbres ne vivent pas très bien le changement climatique, et la première des choses qu'ils font quand ils sont en stress hydrique, eh bien, c'est de perdre une partie de leurs feuilles et les stomates sur les feuilles qui restent se ferment et on n'a plus d'évapotranspiration. Donc, première chose sur les arbres existants, eh bien, c'est au moins de couper les bordures qui empêchaient les eaux des trottoirs, des voiries d'aller alimenter la fosse d'arbres. Et puis, sur les arbres nouveaux, c'est d'augmenter les fosses d'arbres de plantation, d'une part, mais aussi d'accompagner cette fosse d'arbres d'une fosse qui va permettre de stocker de l'eau et mettre cette eau à disposition des arbres. Voici un exemple sur la région lyonnaise, à Lyon, où les arbres existants, hein, il y a eu la coupe de la bordure qui empêchait l'eau d'aller vers l'arbre, avec l'ajout d'une petite tranchée d'infiltration. Vous voyez la coupe en bas à droite. Voilà, et l'expérimentation qui était faite par le Grand Lyon montre que eh bien, ces dispositifs ont permis, sur 4 ans d'expérimentation, eh bien, de gérer 99% de la pluie sur les 4 ans de l'expérimentation qui continue, mais de la mesure qui a été réalisée. On peut végétaliser les façades, bien évidemment, et ça c'est intéressant quand on est en milieu urbain très dense et qu'on n'a pas beaucoup d'autres solutions. On peut végétaliser les pieds de façade et de permettre à la végétation de monter et de grimper sur les façades. Voilà. On a le spécialiste européen qui est français, qui s'appelle, j'ai perdu son nom, mais qui est sur la région d'Orléans, la société Javois, oui, son nom. Voilà. On peut combiner des systèmes, voilà, où là, on va dans la ville dense, où on a beaucoup de contraintes, où on n'a pas beaucoup de place, eh bien, on va combiner. Donc, et cette combinaison, et pour faire très simple, sans être caricatural, c'est un peu le système du gros bac Riviera, où on va avoir une réserve d'eau en dessous du système de végétalisation, du substrat et de sa végétalisation. Vous le voyez en haut à gauche, la photo. La descente d'eau pluviale du bâtiment alimente ce bac où il y a une réserve d'eau en dessous.
et on a des autonomies, comme on voit sur la photo de droite, par exemple, qui est dans le village olympique en Seine-Saint-Denis. Eh bien, c'est là aussi ces grands bacs qui vont permettre une autonomie voilà, d'eau qui permet de faire face à 1 mois et demi de sécheresse. Autre dispositif que vous voyez en bas, qui est du même principe, un système donc, de stockage en dessous du système végétalisé avec des systèmes de mèches qui permettent à la végétation eh bien, de pomper et de faire remonter gravitairement cette eau par capillarité. Pardon. Les revêtements perméables que j'évoquais, donc, qui sont rangés aujourd'hui en 3 catégories. Les dalles alvéolaires, donc, qui vont permettre donc, d'avoir une portance et qu'on va remplir de matériaux différents, végétalisés ou minéraux. Vous le voyez ici, avec des dalles qui peuvent être pavées, qui peuvent être avec du mush, donc des copeaux de bois, qui peuvent être engravillonnés. Ça peut être les pavés qui sont poreux par eux-mêmes ou qui permettent l'infiltration par les joints, avec ces 2 catégories que vous voyez ici, joints qui peuvent être végétalisés ou non, peu importe, toutes les solutions sont possibles. Et puis une 3e catégorie qui sont ce qu'on appelle les revêtements coulés, où on va retrouver alors les fameux enrobés, donc le bitume que vous connaissez classiquement, mais qui va être là perméable. On parle d'enrobé poreux, voire d'enrobé drainant. Je préfère le terme enrobé poreux. Les bétons qui peuvent être drainants, poreux. Voilà. Les bétons désactivés qui peuvent être perméables, végétalisés ou pas. Et puis toute une gamme d'agrégats de résine qui sont aujourd'hui agrégés soit donc collés, soit avec une colle de type hydrocarbure classique, ou de plus en plus de colle de type végétal. On parle d'aqualiant, de liant organo-minéral. Bien évidemment, tous ces revêtements se posent sur un substrat porteur, et c'est le substrat porteur qui va faire le stockage de l'eau et permettre ensuite au sol d'avoir du temps pour infiltrer cette eau. Voilà quelques photos de réalisation pour un petit peu illustrer, pour retrouver les différentes gammes que je viens d'évoquer. On a la possibilité, bien évidemment, aujourd'hui de faire ça, y compris pour des voiries lourdes. Un petit dispositif qui a été déployé par une société. Vous voyez que dès lors que l'eau n'est plus un déchet, eh bien l'ingénierie humaine est à la marche et trouve des solutions. Voilà, ici une bordure évidée qui va permettre eh bien, de faire transiter l'eau. Alors on ne le voit pas sur le schéma, mais on peut ensuite, par des drains, envoyer l'eau dans le trottoir, sous le trottoir, pour permettre son infiltration. Le mélange terre-pierre, qui est aussi une partie des solutions, dans lequel on va avoir donc, la portance pour permettre, par exemple, du parking, pour permettre aux véhicules de secours de pouvoir passer, et on a une végétalisation au-dessus, et qui reste à la fois organo et minéral, avec donc un mélange terre-pierre, de grave et de terre végétale végétalisable. La perméabilité de tous les revêtements perméables sont tous bien perméabilité supérieure à n'importe quelle intensité de pluie. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Le revêtement perméable qui est le moins perméable, c'est le pavé poreux que vous avez au milieu de cette présentation. Voilà. Et sa perméabilité, c'est 200 mm en 1 heure. Voilà. Vous n'avez aucune pluie qui ne soit de cette intensité-là, même y compris dans le sud-est de la France. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on est capable de faire face à des pluies très intenses, à condition, bien sûr, d'avoir la capacité de stocker en dessous du revêtement. Le sol ne boira bien évidemment pas, ne permettra pas l'infiltration à cette vitesse-là. Et donc, il faut bien avoir un système de stockage intermédiaire. Quelques mots sur l'adaptation au changement climatique par rapport aux matériaux à utiliser. C'est important parce que, eh bien, on parle d'albédo. Voilà, l'albédo, c'est la capacité d'un corps à emmagasiner la chaleur, la lumière ou de la diffuser. Voilà. Eh bien, l'albédo égale à 1, c'est la neige, c'est la glace. C'est pour ça qu'on met des lunettes de soleil quand on fait du ski.
Eh bien, entre un matériau de couleur noire et de couleur claire, comme sur ces photos-là, au sol, pas en température ressentie, hein, au sol, vous avez des écarts qui vont être de l'ordre de 10 à 20 degrés. Donc attention aux matériaux qu'on utilise, ça a une importance forte sur la problématique de l'îlot de chaleur urbain. Troisième catégorie de solutions et d'aménagement, ce qu'on appelle des solutions dites enterrées, et rapidement, je ne sais pas quelle heure il est déjà 40, donc je vais faire un peu vite. Le puits d'infiltration, avantage, c'est un ouvrage concentré, inconvénient, il faut des perméabilités de sol importantes pour qu'on ait une infiltration totale. La tranchée d'infiltration, qui est le même principe, mais là, on va donc utiliser plus de surface et diffuser l'eau dans une structure donc, qui présente du vide et qui va permettre donc, de stocker et de gagner du temps pour infiltrer. La récupération-réutilisation des eaux pluviales qui fait partie du panel, mais à condition que le trop-plein de la cuve soit géré par une solution alternative sur place pour que, eh bien, on cumule le fait de pouvoir avoir du stock d'eau à utiliser, mais aussi de faire face à la pluie qui arrive le lendemain, même si la cuve est encore pleine. Et puis, toutes les structures réservoirs qui vont s'appliquer à tout ce qui est voirie, parking, trottoir, piste cyclable. C'est-à-dire une grande partie de la ville au sol, quand elle n'est pas végétalisée et construite de bâtiments, voilà, où on va modifier la façon de concevoir la structure de la voirie du parking pour en faire en même temps un bassin tampon. Donc ce n'est pas une surépaisseur, mais bien, voilà, on modifie la structure voilà, en enlevant les éléments fins habituellement utilisés dans la structure de voirie pour créer du vide et donc permettre de stocker de l'eau et gagner encore une fois du temps pour permettre l'infiltration. Le revêtement superficiel peut être perméable, comme on le voit sur le côté gauche de ce schéma, ou imperméable, comme on le voit sur le côté droit, auquel cas on aura un ouvrage, non plus un avaloir, une bouche d'égout qui est raccordée au réseau d'assainissement, mais qui est raccordé sur la structure de voirie, et on parle de bouche d'injection pour injecter l'eau dans le corps de la chaussée. Voilà un petit peu sa définition, on a une partie décantation-filtration, puisque l'objectif, dès lors qu'on infiltre l'eau, c'est aussi de se préoccuper de la qualité de l'eau quand elle a ruisselé. Tant qu'elle n'a pas ruisselé, elle a très peu de pollution, pose pas de problème. Quand elle a ruisselé, il faut avoir ce dispositif à minima de traitement. Et puis, quand on est sur des ouvrages plus conséquents, avec des risques de pollution soit accidentels, soit chroniques, non négligeables, en milieu industriel notamment, eh bien, on a des ouvrages que je ne vais pas décrire ici, mais qui permettent de faire face à cette problématique. En sachant que, encore une fois, la pollution de l'eau est surtout liée au ruissellement. Et puis, in fine, quand on n'a pas d'autres solutions ou que l'on veut avoir des ouvrages qui soient intégrés dans un paysage, et que c'est une volonté, eh bien, je suis désolé, téléphone qui sonne, eh bien, on va utiliser donc les bassins qui peuvent être enterrés en structure alvéolaire ultra-légère ou des bassins en eau, à ciel ouvert, où on va utiliser le marnage comme stockage temporaire avec un exutoire superficiel et des bassins secs le temps qu'il ne pleut pas, qui vont permettre du stockage, de l'infiltration ou éventuellement une vidange gravitaire si on n'a pas le droit d'infiltrer, par exemple. Alors, quelques mots très importants sur la capacité du sol à gérer cette eau pluviale et d'autant plus quand on végétalise le sol. Voilà. Le sol en milieu urbain est un sujet qui est mal appréhendé parce que peu enseigné, tout simplement puisque le sol en milieu urbain a d'abord été consacré comme un élément porteur sur lequel on construit la ville, mais pas sur ses fonctions écologiques. Or, les fonctions écologiques d'un sol, quand il n'est pas imperméabilisé, présentent des avantages très importants qu'on minimise très fortement parce que non connus. Voilà, parce qu'un sol, c'est
un support, c'est une structure, une texture, c'est de la vie biologique, c'est de la matière organique, c'est un milieu vivant et qui va permettre eh bien, de gérer l'eau bien mieux qu'on ne le pense, avec une perméabilité toujours supérieure à ce qu'on a pu mesurer quand on a fait des essais de perméabilité. Voilà. Voilà. Et d'où l'intérêt de faire appel d'abord aux solutions fondées sur la nature, de végétaliser le plus densément et diversifié possible, encore une fois avec les trois strates de végétaux que j'ai évoqués, hein, herbacées, arbustifs, arborés, parce que derrière, eh bien, on a un développement de vie biologique extrêmement intense, très favorable, et qui vont nous permettre de gérer beaucoup plus facilement l'eau. Voilà. Et bien sûr d'apporter plein d'avantages écosystémiques, comme ça a déjà été évoqué. Et puis, un point très important, et je m'arrêterai peut-être là pour laisser la place aux questions, c'est que financièrement, eh bien, cette gestion durable et intégrée des eaux pluviales, qui consiste donc à donner une fonction supplémentaire à une fonction première de l'espace, génère des économies très, très sensibles financièrement. Parce qu'on oublie systématiquement que de devoir évacuer les eaux pluviales, eh bien, ça coûte très cher, puisque ce sont des infrastructures lourdes, enterrées, impactantes sur le plan bilan carbone aussi, bien sûr, et qui ne servent que quand il pleut et qui ne servent à pleine charge que quand il ne pleut, quand il pleut très fort. Voilà. Et ça, si on fait un petit calcul, hors région parisienne, voilà, donc en région parisienne, ça sera, le différentiel sera encore plus important. Imperméabiliser un mètre carré nécessite un investissement de départ de l'ordre de 50 à 60 euros par mètre carré imperméabilisé. Eh bien, toutes les solutions qui consistent à gérer les eaux pluviales autrement permettent déjà de commencer par économiser ces 50 à 60 euros par mètre carré imperméabilisé. Quand je fais un espace vert qui soit creux, bombé, plat, que je lui demande de gérer les eaux pluviales ou pas, c'est toujours le même prix. Et les eaux pluviales, donc des surfaces imperméabilisées, eh bien, ne nécessitent pas d'investissement. Les revêtements perméables, eh bien, sont dans des coûts qui sont tout à fait similaires à des revêtements imperméables. Ça ne coûte pas plus cher et ça permet d'économiser le fait de devoir évacuer les eaux pluviales. Faire une chaussée à structure réservoir avec un revêtement perméable coûte moins cher qu'une voirie classique. Sans compter le coût de devoir évacuer les eaux pluviales de la voirie classique. Végétaliser une toiture, oui, il y a un surcoût, mais ce surcoût peut permettre de gérer au moins une partie des eaux pluviales. Avec certaines solutions, on est capable même de gérer la totalité de la pluie qui tombe sur la toiture sans aucun rejet depuis la toiture. Mais en tout cas, même si on ne gère pas la totalité, on sait qu'on a au moins 50% de la pluie qui sera gérée par le fait de la végétalisation. Et donc, c'est 50% de pluie qu'on n'a pas à gérer au pied du bâtiment par un ouvrage qui nécessitera un investissement. Et puis, il y a tous les coûts cachés. Voilà. Et ces coûts cachés, c'est quoi? Eh bien, c'est les coûts des catastrophes naturelles qui s'amplifient très fortement. Voilà. Ce que je vous propose là de partager, c'est ce que AXA, l'assureur, qui a fait apparaître cette année dans l'appel à cotisation pour les assurances habitation. Voilà. Euh, vous savez peut-être pas que vous cotisez au dispositif catastrophe naturelle au travers de votre assurance habitation, comme de votre assurance voiture d'ailleurs. Voilà. Eh bien, la cotisation a été portée de 12 à 20%, c'est-à-dire 75% de majoration en 2025. Voilà. Parce que le coût des catastrophes naturelles sont passés de l'ordre de, en moyenne, autour de 2 milliards d'euros par an à 6, voire 7 milliards d'euros en 2023. Donc, et tout ça est lié à notre mauvaise utilisation de l'eau pluviale en particulier, des sécheresses, et donc d'où l'intérêt de remettre l'eau dans les sols. Et vous avez la même problématique sur les assurances voitures, où là, la cotisation est passée de 6 à 9%, 50% de majoration, c'est un peu moins fort. Voilà. Donc, on a vraiment intérêt à gérer les eaux pluviales autrement, ça coûte moins cher et ça rapporte
si je permettez-moi l'expression, ça rapporte gros, ça porte plein de bénéfices. Voilà, et on a, je le rappelle aussi, très important, on a de l'eau potable à notre robinet que issue de la pluie. Sinon, ça s'appelle dessalement de l'eau de mer. Donc, il nous faut absolument remettre la pluie dans le sol. Et je m'arrêterai là avec peut-être juste, oui, commentaire de ces photos-là. Pour vous montrer, je vous évoquais en préambule, et vous retrouvez la photo à droite, le site du musée archéologique de Douai, avec un complément qui a été créé il y a 3 ans, un planétarium que vous voyez en bas à gauche. Eh bien, ces deux implantations sont sur un espace où traditionnellement, n'importe quel hydraulicien vous dit il est impossible de gérer les eaux pluviales. On a une nappe phréatique à 75 cm de profondeur et on est sur l'argile de l'eau vide. On est sur des terrains dits imperméables. Eh bien, sur ce site-là, avec un panel de solutions complémentaires, végétalisation de toiture, revêtement perméable et végétalisation adaptée aux milieux humides, les arbres sont des saules, SAULES, eh bien, on gère la pluie centenale. Voilà. Et je m'arrêterai là pour laisser la place aux questions. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Jean-Jacques. Je vais prendre tout de suite les questions qui apparaissent dans l'espace dédié avec eh bien, une première question de ma directrice Nathalie Denoblet qui fait un commentaire sur la végétalisation des toitures. Donc, elle dit la végétalisation des toitures est une fausse bonne idée, il me semble, les étés devenant plus chauds, plus spécifiquement en ville, les systèmes plantés en toiture atteignent des seuils de température létaux, donc au moment où on attend d'eux une capacité de rafraîchir, ils sont en dessiccation et donc en incapacité de transpirer, ou alors il faut les irriguer, mais cela ne sera pas toujours suffisant. C'est c'est le cas, et c'était un peu le cas traditionnellement des toitures végétalisées, j'allais dire génération plutôt ancienne, dans le sens où aujourd'hui, la réglementation demande à ce que le substrat minimum soit de 10 cm et que ce substrat réponde à un autre élément technique qui s'appelle le CME pour coefficient maximal en eau, qui doit être de 35%. C'est-à-dire que le substrat est capable de stocker à lui seul 35 mm de pluie, soit 35 litres au mètre carré. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est qu'on est capable aujourd'hui d'avoir des toitures qui stockent la pluie jusqu'à la pluie centenale sans rejet. C'est-à-dire qu'on a un réservoir sous le système de végétalisation et qui va permettre d'être à disposition du végétal pour évapotranspirer. Alors après, je suis d'accord que on va pas quand on a un mois et demi sans pluie, il ne faudra pas compter sur la végétalisation de toiture pour rafraîchir la ville. Ce sera plus la végétalisation au sol qui est intéressante, puisque d'autant plus qu'on ne vit pas forcément toujours sur la toiture, on ne vit plus au sol. Par contre, le sol, lui, a une capacité beaucoup plus importante de stockage de l'eau, à condition qu'on ait un mixte de solutions, végétalisation de la ville, mais aussi revêtement perméable. Voilà. Donc tout ça est, encore une fois, vraiment dans la conception de la ville, qui doit être tout à fait différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Merci beaucoup. Une question de Catherine Lindecker. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre parce que c'est un peu technique sur le territoire. Donc, je vous la pose quand même. Quelle solution pour la vallée de l'Yvette dans le 91 qui est régulièrement inondée? Nous ne pouvons pas rajouter de bassin de retenue. Et elle met arbre de pluie, point d'interrogation. Alors, je travaille avec le syndicat de l'Orge, alors pas tellement l'Yvette, mais plutôt l'Orge, où effectivement on rencontre les mêmes problématiques. C'est le cas dans beaucoup de la région parisienne, où voilà, toute l'extension urbaine a aggravé très fortement les écoulements et donc les inondations, d'autant plus avec le changement climatique. Euh, Bien évidemment, aujourd'hui, il y a un gros travail à réaliser puisque on a fortement imperméabilisé et qu'il faut aujourd'hui travailler à gérer la pluie le plus en amont possible
les bassins ne suffiront jamais puisqu'ils seront dimensionnés pour un type de pluie et qu'en plus, avec le changement climatique, le type de pluie est en train d'évoluer avec des intensités de plus en plus fortes. Donc, ça veut dire des écoulements d'autant plus rapides et donc des saturations de systèmes d'assainissement, quels qu'ils soient. Donc, le travail consiste aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il y a des subventions d'agence de l'eau notamment, qui consiste donc à désimperméabiliser, à déraccorder et à travailler donc, à l'échelle bassin versant, et de façon à ralentir l'eau, à en renvoyer beaucoup moins dans les réseaux. Et ça, c'est un travail forcément de longue haleine qui va demander beaucoup d'efforts de la part des collectivités, mais qui est aussi nécessaire pour aussi une adaptation au changement climatique. Donc, il ne faut pas le faire que pour des problèmes d'inondation, mais il faut le faire aussi pour adapter et permettre à la ville de mieux subir, de mieux réagir à ce changement climatique. Une autre question de Nathalie Denoblet sur la végétalisation, donc je vais un peu la synthétiser, qui présente des co-bénéfices, adaptation au changement climatique et puis pour la biodiversité. Mais cependant, il peut y avoir aussi quelques effets négatifs, notamment le développement parasitaire, comme les moustiques, et dont les habitants peuvent se plaindre. Est-ce que ce sont des sujets que vous traitez, que vous considérez dans vos aménagements? Alors oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que celui-là, il y a aussi, le cas échéant, les plantes allergènes. Donc attention effectivement au type de végétaux qu'on met en place. Alors la problématique du moustique, eh bien, il y a eu une étude qui a été menée à la demande de l'Agence régionale de santé du sud-est de la France et qui démontre qu'en fait, il y a bien plus de risques de développement du moustique, et notamment du moustique tigre, avec l'assainissement classique qu'avec l'assainissement dit alternatif. Alors, une raison simple pour cela, c'est que tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés de telle sorte que quand il pleut, l'infiltration se fait généralement en moins de 3 jours, même pour des pluies importantes. 3 jours, c'est insuffisant pour que le développement des larves de moustiques puisse se réaliser. Ça, d'une part. D'autre part, la végétalisation permet le développement d'une chaîne trophique et qui finalement permet aussi aux prédateurs du moustique de se développer. Et ça, on a une étude très intéressante du CEREMA Grand Est sur les bassins de stockage des eaux pluviales de routes à grande circulation, qui sont du coup en milieu plutôt rural. Eh bien, ils ont pu démontrer qu'en fait, la problématique du moustique n'en était pas une, parce qu'il y a de l'habitat pour tous les prédateurs du moustique qui vont bien. Merci beaucoup. Alors, on avait une question un peu similaire de Jean-Luc Dallage, donc je vais pas la répéter, mais bon, il parlait des eaux stagnantes et de la problématique du moustique, mais je pense que vous avez répondu. Après, on a Pandya Vedika qui dit bonjour, merci pour cette présentation riche. Quels sont les indicateurs d'impact les plus utilisés aujourd'hui pour évaluer l'efficacité des solutions fondées sur la nature en gestion des eaux pluviales? Et quels en sont les coûts et retours sur investissement typiques? Est-ce que et comment ces solutions peuvent-elles s'intégrer concrètement sur des sites industriels? Alors, question d'indicateur et puis de coût et la question. Indicateur, clairement, quand on regarde financièrement, et c'est la raison pour laquelle toutes les instances de l'État, à commencer par les agences de l'eau, mais pas que, mettent en avant les solutions fondées sur la nature, c'est parce que tout simplement, c'est les moins chers. Voilà. Donc en termes d'indicateurs, c'est le premier élément. Le deuxième indicateur qui est un petit peu plus délicat, c'est d'arriver à quantifier les effets bénéfiques de la végétalisation de la ville d'une façon générale. Alors, on commence à avoir quelques éléments, et là aussi, je vais citer une autre étude du CEREMA, et un outil que le CEREMA met à disposition qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Sésame, donc CEREMA Grand Est, là aussi, et qui met en lumière que eh bien, certains végétaux ont des effets plus ou moins bénéfiques sur la qualité de l'air.
voilà, en étant filtre à particules, hein, particules fines, particules PM2,5 et 10 par exemple. Voilà, donc en fonction du type de végétaux qu'on va mettre en place, on aura une amélioration de la qualité de l'air et donc une amélioration de la qualité de la santé publique. Donc, en tout cas, il est clair que plus on remet l'eau en ville, plus on a du végétal en ville, et plus les bénéfices, d'une façon générale, écosystémiques sont importants. Voilà. Même si on a encore quelques difficultés à pouvoir les quantifier véritablement. Il y, il y avait Et une alors, autre question. ouais, Oui, milieu non, sur industriel, les sites industriels. Oui. ouais, milieu industriel, bien évidemment, il faut prendre en compte la problématique de l'activité économique et industrielle en particulier, c'est-à-dire notamment les risques de pollution, voilà, liés à l'activité. Ce n'est pas incompatible. Il y a quelques précautions et la première des précautions à prendre, c'est sur les eaux pluviales des zones d'une activité économique d'une façon générale, et c'est ce que moi j'ai appliqué sur un gros parc d'activités de 100 hectares, c'est qu'on part du principe déjà qu'on va diviser les types d'eaux pluviales en trois catégories. Les eaux pluviales de toiture, les eaux pluviales des zones ne posant pas de difficultés, et en particulier les zones de parking de VL, par exemple, qui, eux, ces deux catégories-là, ne posent pas de difficultés et peuvent être infiltrées, peuvent être valorisées en plus par de la végétalisation. Là où il y a un risque, c'est les eaux pluviales qui tombent sur les zones utilisées par les poids lourds et par des activités extérieures qui peuvent être polluantes. Là, il faudra collecter les eaux pluviales, il faudra les traiter, et ensuite on pourra les infiltrer par des moyens différents. Voilà. Mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est bien voilà, de catégoriser le type d'eau qui pose problème ou pas problème, et de les gérer de façon différente. Merci. Une question à nouveau sur les coûts ou pour la ville. C'est pas forcément un bon angle d'attaque puisqu'il faut défaire l'ancien et donc le coût pour défaire ce qui a été construit doit être aussi pris en compte et du coup si on fait les sommes, est-ce que ça reste toujours positif? Alors, généralement, on n'enlève pas les réseaux existants. Pour une raison simple, c'est que, sauf vraiment exceptionnellement, pour une raison simple, c'est que pour enlever les réseaux, le réseau pluvial notamment, il faudrait commencer par l'amont de la ville et successivement descendre vers l'aval. Or, les opérations de renouvellement urbain se font voilà, en fonction des opportunités, quel que soit l'endroit. Voilà. Et du bassin versant, et donc on ne commence jamais par l'amont ou absolument exceptionnellement. Donc on ne va pas enlever les réseaux. Par contre, quand la ville se transforme, tous les annexes du réseau, généralement, sont à refaire, c'est-à-dire pas le collecteur, pas le tuyau principal, mais les avaloirs, voilà, toute la zone de collecte des eaux est à refaire. Généralement, soit parce qu'elle est vétuste, soit parce que les organes de collecte des eaux ne sont plus aux bons endroits. Voilà. Donc, on génère une économie, peut-être par rapport à l'économie que j'ai évoquée de 50 à 60 euros par mètre carré, l'économie ne sera pas en totalité celle-là. Ça, c'est vrai pour l'urbanisation nouvelle quand on n'a pas besoin de poser de tuyaux. Mais en tout cas, on génère des économies à coup sûr, d'une part. D'autre part, on génère des économies sur les dépenses qu'il faut mettre en œuvre sur le système d'assainissement et le traitement des eaux avant leur rejet au milieu naturel. Et là-dessus, la réglementation européenne qui vient d'évoluer va impliquer des coûts extrêmement importants aux collectivités et qu'il faut anticiper tout cela en évitant de mettre plus d'eau et surtout d'enlever de l'eau dans ces tuyaux qui vont nécessiter du traitement au bout du tuyau. Merci beaucoup. Et je vais prendre la dernière question de Titouan Le Breton. Donc, si je comprends bien, actuellement, l'eau ruisselle, puis est concentrée et finit par être traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Si l'on permet l'infiltration plus directe, l'eau sera moins concentrée en polluants, donc l'infiltration des polluants sera plus diffuse. Mais n'y a-t-il pas
tout de même un risque d'accumulation dans les sols au fil des années. Dans ces solutions, l'eau n'est pas systématiquement filtrée ou décantée. Alors, si elle est systématiquement décantée, filtrée, alors peut-être pas à 100%. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Vous donner quelques noms un petit peu barbares. Elles ne sont pas très nombreuses, mais complètes. Donc, on parle de Matryoshka, de Microméga, de Roulet Pur qui est sur la région parisienne. Il y a la thèse de Damien Tedoldi. Euh, Tous ces éléments démontrent que la meilleure façon de gérer, de lutter contre la pollution des eaux pluviales, c'est la gestion à la source des eaux pluviales. Effectivement, il peut y avoir un petit peu de pollution qui reste dans les eaux pluviales quand elles ont un tout petit peu ruisselé, mais le sol a une capacité à pouvoir épurer au moins une grande partie de ces polluants. Je vais y revenir après. Euh, Toute la pollution organique peut être dégradée par le sol dès lors que le sol présente une bonne perméabilité, c'est-à-dire une présence d'oxygène, puisque là, on aura la possibilité d'avoir une dégradation par oxydoréduction notamment. Les seuls éléments qu'on ne sait pas traiter, et ça, on ne saura jamais les traiter, voilà, c'est les métaux lourds. Par contre, toute la pollution d'origine organique, elle peut être abattue par le sol, par ses micro-organismes, par son fonctionnement, à condition, encore une fois, de respecter sa capacité. Elle est limitée, mais il y a une réelle capacité. Bien, merci beaucoup Jean-Jacques pour ce temps dédié à Olcan pour discuter un petit peu de ces solutions. Beaucoup de solutions fondées sur la nature, finalement, il y a une problématique qui devient de plus en plus importante sur le territoire national, voilà, pas que dans le nord de la France. Ou non. Il y a une question que je vous pose, mais je vais vous mettre plutôt en relation avec la personne qui la pose. C'est sur des recommandations de prestataires. Donc, vous en avez peut-être, mais je vais pas les signaler ici. C'est pas l'objet du webinaire. Hmm. Mais voilà, je, je vous communiquerai peut-être le nom de la personne qui pose ces questions-là. Sinon, il y a D'accord. le site de l'Adopta. Je pense peut-être qu'il y aura les agents, les personnes qui sont au sein de cette structure pourront peut-être répondre à ce type de questions. Mhm. Ok, oui, oui, puis si c'est sur des sujets particuliers, il n'y a pas de problème. Bon, vous pouvez donner mes coordonnées de façon à ce que je puisse aussi, le cas échéant, répondre par moi-même ou à travers l'équipe. Ok, très bien. Bah, je vous remercie. Et puis, bah, vraiment, ce fut un plaisir de vous écouter pendant 7 heures. Et puis, bah, au plaisir d'échanger à nouveau. Et puis, voilà, bah, je vois il y a des applaudissements. C'était vraiment important pour moi aussi d'aborder ce sujet, donc que je trouve qui est de plus en plus prégnant. Hmm. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Eh ben, merci beaucoup, merci de votre écoute, merci des questions qui ont été posées, et puis à disposition pour pouvoir échanger plus avant si besoin, sans problème. Et n'hésitez pas à consulter notre site internet, il y a beaucoup de choses dessus et ça permet les contacts également.